Bien, bonjour à tous. Merci de participer donc à cette deuxième journée de Futurapolis Santé à Montpellier, donc avec aujourd'hui plus d'une dizaine de débats, tous plus passionnants les uns que les autres. Et nous allons commencer cette journée donc avec les secrets des grands sportifs. Donc comment font-ils pour aller si haut, si loin, pour être aussi forts? Est-ce que les performances vont continuer toujours de s'améliorer et surtout sans dopage? Donc, est-ce que c'est le mental qui fait la différence? Est-ce que le cerveau des grands sportifs est différent de celui de Monsieur Tout-le-Monde? Autant de questions que nous allons aborder donc avec le professeur Elisabeth Dion, que je vous demande d'applaudir, donc qui est chef de service d'imagerie de l'Hôtel-Dieu à Paris. Avec également Stéphanie Giquel, qui est une sportive de l'extrême, la première française à courir un marathon donc autour du pôle Nord. Stéphanie a aussi écrit un certain nombre d'ouvrages. Le dernier, On est tous aventuriers. Et Stéphanie, je pense que donc vous accepterez de le dédicacer aux personnes qui pourront trouver votre ouvrage auprès de notre librairie. On a également le plaisir d'accueillir Claude Delpouech, qui est directeur du département magnéto-encéphalographie à l'INSERM CERMEP. Bonjour, je précise également que vous avez donc participé à un très beau documentaire qui s'appelle « À la recherche du sportif parfait ». Et nous accueillons enfin donc le professeur Jean-François Toussaint, qui est professeur de physiologie à l'Université Paris-Descartes et qui a également écrit un livre, plusieurs même, et le titre de son dernier ouvrage, « L'homme peut-il accepter ses limites ?» Pareil, donc vous le trouvez à la librairie et le professeur Toussaint pourra vous le dédicacer. Et pour animer ces débats, donc Béatrice Parino, journaliste au Point. Béatrice, je vous passe donc tout de suite la parole pour aborder ces questions passionnantes. Bonjour à tous, merci d'être venus. Peut-être on va démarrer avec vous, Stéphanie, qui êtes la grande sportive de cette table ronde. Je n'oublie pas Jean-François Toussaint, mais en activité. Vous avez réalisé plusieurs exploits, peut-être le plus marquant et peut-être celui peut le plus nous faire rêver, c'est celui que vous avez réalisé en 2015. Racontez-nous, c'était au milieu du grand froid, par moins 50 degrés, ça a duré 70 jours. Bonjour à tous. Alors oui, effectivement, je suis coureuse sur ultra-distance et je réalise également des expéditions, alors principalement en Arctique et en Antarctique. Et en 2015, j'ai parcouru 2045 km à travers le continent antarctique via le pôle Sud, à pied, ça veut dire à ski de randonnée nordique sans voile de traction. Tout cela a duré 74 jours et j'ai connu des températures de moins 50 degrés, du vent de face à 80 km/h. Et j'ai été amenée à faire 70 heures d'efforts par semaine pendant près de 3 mois. Donc c'était une expédition assez engagée. Et par ailleurs, j'évolue dans le domaine aussi de la compétition et c'est vrai que c'est assez différent, que ce soit en termes de préparation, d'entraînement, de visualisation, mais je pense qu'on évoquera tout cela ensuite. Oui. Ensuite, vous êtes en train de préparer un nouveau défi. Je ne sais pas si ça donnera lieu à un exploit, mais en tout cas, la semaine prochaine, vous participez à une compétition d'un autre genre. Là, il ne fera pas froid du tout, c'est pas très loin, c'est à Albi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que finalement, vous avez deux spécialités. Alors, je ne sais pas si pour vous, ce sont deux choses différentes ou pas. Oui, ce sont deux choses différentes. En fait, je pratique la course à pied sur ultra-distance, donc à la fois les ultra-trails sur 150, 200 km. L'objectif, c'est de courir sur ces distances très longues. Ça prend 24 heures, 30 heures, tout dépend du dénivelé. Je pratique aussi la course sur ultra-distance sur route. Et la semaine prochaine, effectivement, c'est les France de 24 heures, donc c'est 24 heures sur route. L'objectif, c'est courir durant toute cette durée le maximum de distance. À la base, je me suis mis à la course sur ultra-distance pour parcourir des pays, des régions. Je voulais aller en dehors des sentiers balisés ou accessibles par moyens motorisés. Donc c'était un moyen pour moi d'aller plus loin que par la marche. Et puis peu à peu maintenant, je m'intéresse à la performance, donc encore une autre activité. Et donc tout cela est encore différent des expéditions, mais tout cela demande beaucoup d'entraînement, de préparation. Et je crois que la question qui est posée aujourd'hui, elle est extrêmement intéressante parce qu'à mon sens, le moteur principal, celui duquel va découler beaucoup de choses, notamment l'entraînement, le travail, la visualisation, le mental. Je pense que c'est une question d'envie. Il faut avoir envie, et c'est vrai dans tous les domaines, on parle de sport aujourd'hui, mais c'est vrai aussi dans l'entrepreneuriat, dans la vie professionnelle, la vie familiale. Quand on a un objectif, c'est l'envie qui fait que vous surmontez les obstacles, vous acceptez l'échec, vous recommencez, vous repartez après un échec,
vous n'abandonnez pas, vous persévérez coûte que coûte. C'est vraiment l'envie d'atteindre l'objectif. Et pour moi, la course sur ultra-distance, c'est un moyen d'être loin dans des régions que j'adore, que j'affectionne, et en particulier les régions polaires. C'est un moyen de faire corps avec la nature. Et cette envie, elle est plus forte et elle fait que j'accepte de m'entraîner parfois durement dans des frigos à moins 30 degrés, ou bien en tractant des pneus, ou bien en faisant des sorties très longues le week-end, 5 heures, 6 heures de course à pied, pour préparer justement ces épreuves, ces expéditions, et aujourd'hui aussi la compétition. Voilà. Alors, à vous entendre, votre plus, c'est l'envie. C'est ça qui fait la différence. Vous n'êtes pas une personne surnaturelle ou... Ah non, alors absolument pas. Et en fait, d'ailleurs, justement, j'insiste là-dessus. Je pense que c'est une chance quand le point de départ est très très loin du point d'arrivée. Et j'ai absolument pas de talent particulier ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de travail, beaucoup d'envie. Et l'avantage quand le point de départ est très loin d'un point d'arrivée, c'est qu'on a connu tellement d'échecs, de moments où on n'y arrivait pas, de doutes, de fois où on vous dit c'est impossible. Que du coup vous êtes habitué à persévérer, à continuer, et ça c'est extraordinaire. Si on réussit tout du premier coup, le risque c'est d'être démotivé dès qu'un objectif est plus élevé, d'avoir l'impression qu'on ne pourra pas l'atteindre, de manquer de confiance en soi. Et l'avantage c'est quand on part très très loin d'un objectif, on apprend à persévérer, à continuer. Et donc non, il y a absolument pas, pour moi il y a rien de spécial, juste une envie très très forte. Alors, dernière question avant de passer à la présentation d'Elisabeth Dion. Vous avez commencé le sport à quel âge? Alors quand j'étais jeune, je faisais du roller, donc rien à voir avec la course sur ultra-distance. Et j'ai commencé à 20 ans à courir des semis, des marathons. Et puis ça fait 10 ans que je suis sur la course sur ultra-distance, sachant que je suis plutôt jeune en fait dans cette pratique, puisque la plupart sont plutôt des Master 1. En senior, on n'est pas beaucoup à pratiquer cette discipline. Très bien, merci. On va peut-être examiner de plus près ce qui se passe à la fois dans votre corps, mais dans le corps des grands sportifs, avec Elisabeth Dion, qui est venue aussi avec des images et qui va nous décrire tout ça. Merci. Alors effectivement, des très belles images, et je vous passe tout de suite le micro pour donc nous les commenter. Beaucoup. Merci, c'est très impressionnant ce récit, et je vais essayer de vous faire entrer un petit peu dans le corps des sportifs et de voir un petit peu ce que ça donne de l'intérieur. Alors l'imagerie médicale, c'est un progrès énorme pendant les 20 dernières années. On est aujourd'hui à l'avènement de l'imagerie moléculaire, de l'imagerie de fonction. Et c'est vraiment très impressionnant les images qui peuvent arriver aujourd'hui, et les sportifs, bien entendu, nous aident à nous pousser un petit peu plus loin dans cette imagerie, car c'est avec eux qu'on a besoin des images les plus fines et les plus pertinentes. Donc aujourd'hui, 3 techniques en fait s'adressent aux sportifs: l'échographie, le scanner et l'IRM. Et on est aidé par l'informatique qui nous permet de reconstruire et d'aller plus loin en fait dans la fonction, et surtout de suivre les lésions à travers le temps. Et c'est ça ce qui va nous aider de façon très importante pour pouvoir suivre les sportifs. Donc avec ces reconstructions, on rentre dans le corps, on passe de la peau aux muscles, on rentre dans les organes. Vous voyez ici le rein, le foie, les vaisseaux. Alors je vais peut-être prendre le... Bon, enfin dans tous les cas, voilà, vous reconnaissez le... Voilà, merci, c'est bien. Donc voilà, ici le foie, les reins, les vaisseaux au milieu, et puis le squelette qui va autour duquel on peut tourner en fonction de ce qu'on veut rechercher. Donc ces reconstructions se font vraiment de façon immédiate, rapide, fluide aujourd'hui à la console, et c'est très agréable. Donc voilà une colonne vertébrale lombaire autour de laquelle on peut tourner. Et voici un exemple. Ici, vous avez 3 radios. La première, c'est une radiographie standard classique. Au milieu, un scanner et puis une IRM. Et vous voyez qu'on voit des choses très différentes sur les 3 techniques. Ici, on peut avoir une vue plus dynamique. Et là, on voit les ligaments, les liquides, la moelle épinière. Et donc, on voit des choses complémentaires, évidemment. Le premier volet du sportif, c'est bien entendu la prévention. Quand on fait du sport de haut niveau, on commence de plus en plus jeune, et on a besoin, en fait, de savoir si on présente des facteurs de risque à la pratique de ce sport. Et aujourd'hui, c'est bien réglementé. Et à titre d'exemple, pour pratiquer le rugby en club, maintenant, il faut systématiquement faire une IRM cervicale qui doit être répétée de façon fréquente, de façon à rechercher des lésions particulières. Au football, c'est pareil. Quand un joueur est embauché dans un grand club, eh bien, on examine l'ensemble, les cicatrices, les laxités.
On regarde le cœur, on va éventuellement faire même une IRM cardiaque, on regardera toutes les articulations, et bien entendu, les enjeux dépendent du club, des antécédents et de la célébrité du joueur, on va dire. Voilà, par exemple, 3 colonnes vertébrales que vous voyez ici. Au milieu, c'est un canal étroit. Hein. Vous voyez qu'en fait, la partie médiane, là où se trouve la moelle et le liquide céphalorachidien, est beaucoup plus étroite que sur un sujet normal. Et également, ici, vous avez un rachis rétréci chez une personne âgée. Donc, vous voyez que l'incidence de cette saillie discale qu'on voit ici sera évidemment bien plus précoce chez des gens qui ont ce facteur de risque. Un exemple ici d'une hernie discale chez un jeune sportif, le disque est sain, et vous voyez, hop, une petite saillie discale qui vient ici en arrière et qui vient provoquer une sciatique aiguë chez un patient jeune. Autre exemple ici d'un canal rétréci, vous voyez en fait la moelle épinière est très à l'étroit dans ce canal cervical et vous voyez ici le liquide qui réapparaît, mais là, à cet endroit-là, c'est très étroit et particulièrement sur ces vues en extension, alors qu'en flexion, le canal s'ouvre un petit peu plus. Donc ces patients vont présenter des facteurs de risque à des pratiques extrêmes. Un exemple ici d'un judoka, vous voyez qu'il y a une lésion de la moelle cervicale, donc avec des troubles neurologiques, qui sont survenus sur ce canal rétréci au départ. Et vous voyez aussi ici une autre saillie discale. Autre exemple ici d'une jeune patiente qui pratiquait le 110 mètres haies. C'est un sport, les athlètes pratiquent très tôt, souvent avant la fin de la croissance, et les cartilages fertiles ne sont pas encore fermés. Et du coup, ça crée en fait des désordres, comme là, le glissement de la vertèbre, la dernière vertèbre lombaire sur la vertèbre sacrée, ce qu'on appelle un spondylolisthésis. Et vous voyez que cette jeune femme a eu la vie un peu difficile après, avec une scoliose qui s'est considérablement aggravée et qu'on a traitée par des tiges métalliques le long de la colonne, et un spondylolisthésis. Voilà, donc le 110 mètres haies chez les trop jeunes, eh bien, ça peut être difficile. Le cœur aussi, c'est un sujet très important, et vous voyez sur cette analyse en reconstruction, on voit le cœur en 3 dimensions, on voit les images des artères coronaires, et il y a une petite particularité chez ce patient, c'est qu'il y a une coronaire, la droite, qui part en fait de façon anormale entre l'aorte et la veine pulmonaire. Et du coup, en fait, vous allez voir sur cette vidéo, la coronaire, ici à sa partie initiale, vous voyez, elle est beaucoup plus fine que sur le reste de son trajet. On suit également sur le côté tous les calibres de l'artère. Et donc, du coup, cette coronaire va se trouver à l'étroit, particulièrement quand le muscle se met en mouvement, quand la fréquence cardiaque augmente très vite, et on sait que c'est le cas des sportifs, bien sûr. Et du coup, elle se retrouve très coincée dans cette partie-là, et ça peut provoquer des infarctus à l'effort. Donc voilà, ces anomalies ont besoin d'être détectées, bien entendu, chez le sportif à l'avance. Quelques exemples de pathologies. Vous voyez ici un pied d'un joueur très célèbre, et vous voyez en fait qu'il y a une petite fracture ici sur le 5e métatarsien, et c'est une lésion très fréquente du joueur de foot, qui n'avait d'ailleurs pas été détectée chez ce joueur quand il a été débauché à grands frais. Un autre exemple ici d'une luxation de l'épaule, ça c'est une lésion très fréquente du rugbyman. Vous voyez l'épaule normale, la tête de l'humérus se situe dans la glène, et là, eh bien, il y a une luxation de la tête qui est passée en dessous de la glène, donc il se retrouve en fait en avant et en dessous de la glène. Ici des vues de l'acromioclaviculaire. L'acromioclaviculaire, c'est cette articulation qui est ici, c'est une disjonction acromioclaviculaire, là aussi très fréquente dans les mêlées au rugby. Donc vous voyez, on tourne autour de cette lésion, et on voit bien cette articulation qui est démise. Alors, c'est pas très grave en soi. Et ce joueur de rugby avait également 3 fractures de côte qui étaient passées inaperçues au départ. Enfin, vous savez qu'on n'en fait pas grand-chose, sauf se tenir au repos. Les muscles et les tendons, maintenant, un petit exemple ici, très impressionnant, chez un haltérophile d'une rupture du biceps. Vous voyez le biceps ici en élastique, une rupture qui s'étend sur 9 cm, avec une rétraction musculaire qu'on voit bien ici, et là, bien entendu, la réparation ne peut être que chirurgicale. Autre exemple ici d'une rupture du tendon d'Achille, c'est un jeune gymnaste que nous avons eu lors de la Coupe du Monde de gymnastique à l'Hôtel-Dieu. Et vous voyez le tendon d'Achille qui est là, c'est rompu, et vous avez un accordéon qui perd le muscle, en fait, qui remonte du coup dans le mollet.
Alors attention, ça fait un petit peu mal. Vous voyez ce joueur sur le terrain de foot, sa rotule est partie complètement vers l'extérieur et les entraîneurs sur le terrain, hop, voilà, ça y est, la rotule est revenue en place. C'est une luxation de la rotule et voilà la luxation de la rotule telle qu'elle se présente. La rotule bascule sur le côté. Alors quand nous, on les voit à l'imagerie, la rotule est revenue en place, mais en revanche, vous voyez, on voit des contusions osseuses de part et d'autre sur la rotule et sur le condyle, un épanchement articulaire très important, des petits débris dans l'articulation et la rupture de ce qu'on appelle l'aileron rotulien. Et enfin, pour terminer, vous voyez ici une lésion qui est peut-être la plus fréquente du sportif, la jambe part comme un élastique, c'est une rupture du ligament croisé antérieur, et vous voyez, quand nous on voit les images, voilà les dégâts que cela peut causer avec une contusion osseuse, un petit enfoncement sous-chondral, pareil, un épanchement articulaire très impressionnant et le ligament croisé qui est rompu ici à son origine, et ça, ce sera aussi l'apanage de la chirurgie. Voilà, je vous remercie. Peut-être, merci beaucoup, professeur, on vous applaudit. J'ai peut-être une question sur le poids des rugbyman, parce qu'on dit qu'ils sont de plus en plus gros. Je pense que de mémoire, ils ont pris 13 kilos entre 87 et 2011. Est-ce que ça ne peut pas avoir un impact justement sur tout ce que vous venez de nous présenter? Alors c'est tout le sujet de savoir quelle est la qualité en fait du muscle en fait. Est-ce que le muscle qui est hypertrophique est plus solide ou pas? Ça c'est un vrai sujet aussi pour Jean-François que je pense qu'il va aborder. Et c'est vrai que les sportifs sont vraiment en surgonflage en fait par moment, donc ça peut être impressionnant. Et c'est quelquefois un problème pour nous parce qu'on a du mal à les passer dans les machines. En plus, merci beaucoup. Merci Elisabeth. Moi j'avais juste une question, alors je ne sais pas lequel de vous peut y répondre. On a vu les blessures, en tout cas les séquelles visibles d'une activité sportive. Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique leur faculté à réparer plus vite leur corps? Alors, ce qui est sûr, c'est que les jeunes réparent plus vite que les vieux. Ça, c'est comme ça. Et ensuite, il y a aussi le respect des consignes en fait médicales, c'est-à-dire il est parfois difficile chez les jeunes de les garder au repos un moment. Ils ont très envie de reprendre leur sport. Ils voient les autres qui avancent et ils sont en retard. Donc voilà. Donc, ce qui est le plus difficile, je trouve, c'est de les tenir un petit peu tranquilles. Merci. Jean-François Toussaint, vous avez été sportif de haut niveau, vous êtes actuellement professeur de physiologie à l'université Paris-Descartes. Peut-être que vous allez pouvoir nous aider à y voir plus clair et à peut-être arrêter d'avoir des idées reçues sur les sportifs de haut niveau et également nous expliquer en quoi peut-être encore aujourd'hui on peut repousser les limites des sportifs. Les sportifs peuvent repousser leurs limites plutôt. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, ce sont des éléments sur lesquels on travaille avec l'ensemble des équipes de recherche de l'IRMES, l'Institut de recherche médicale et d'épidémiologie du sport. Et si on peut avoir les premières diapositives de cette série que je vous ai préparée ce matin, on va voir un petit peu comment combattre ces idées reçues autour de deux éléments que sont à la fois la résilience, celle sur laquelle l'on craignait que ces sportifs soient dans une agression tellement fréquente, tellement complète et quotidienne, qu'ils finissent par craquer psychologiquement. Stéphanie nous a expliqué que c'était loin d'être le cas, vous l'avez vu, pourquoi et comment cette préparation se fait. Eh bien, on a fait sur l'ensemble des sportifs de haut niveau une enquête il y a 6 ans maintenant, qui a pu être publié pour montrer de fait que la plupart des grands symptômes de psychopathologie, les troubles anxieux, les syndromes dépressifs, qu'ils soient mineurs ou majeurs, étaient en fait 3 ou 4 fois moins fréquents chez les sportifs de haut niveau qu'ils ne l'étaient dans la population générale. Donc ce premier point nous a dit, en ayant fait l'ensemble des enquêtes sur le territoire, vous savez qu'il y a 7000 sportifs de haut niveau en France et 7000 espoirs, donc on a une population de 15 000 athlètes chaque année qui sont sur les listes sportives de haut niveau. Vous en connaissez quelques-uns ici, on va y venir tout à l'heure. Et vous avez sur cet ensemble, en fait,
la démonstration d'une agression beaucoup plus faible, ou plutôt d'une résistance beaucoup plus importante dans ce domaine de leur part. Et de fait, quand on regarde les disciplines, les sports, on retrouve un gradient qui va depuis les sports esthétiques, c'est-à-dire les sports qui sont jugés, les sports qui ne sont pas mesurés par une performance en millième de seconde ou en centimètres, mais qui sont portés par un jury qui vous dit « j'ai apprécié ce matin, mais ce soir un peu moins, donc voilà, je retire 10 points. » Ouf. L'essentiel de cette dépendance au jugement de l'autre crée des conditions qui sont beaucoup plus anxieuses et anxiogènes que celles de l'autre côté des sports de combat et des sports à haut risque, parmi lesquels le rugby, mais aussi le wingsuit, le parapente, les sports aériens dans lesquels on sait qu'en partant dans le vide, on met sa vie chaque fois en jeu. Donc ces points structure, et d'autre part, on voit aussi que sur des conduites très simples, comme le tabac, l'alcool, sur lesquels là encore on se disait mais ils sont trop fragiles, la troisième mi-temps est quand même quelque chose sur lequel on a toute crainte, et certains d'entre vous l'ont vécu, on pourrait avoir des effets qui soient les effets de long terme dont Elisabeth nous a parlé. En fait, on se rend compte que dans le présent, pour le tabac, c'est 10 fois moins important. Il y a 10 fois moins de fumeurs chez les sportifs de haut niveau qu'en population générale, et 2 fois moins de personnes qui boivent régulièrement de l'alcool. Donc globalement, ce que l'on voit ici, c'est que, premièrement, ils vivent mieux. Deuxième type d'études qui ont été faites, d'ailleurs Bernard Hinault le rappelait dans ses sentences qui étaient quand même assez fréquentes et à remettre en question ce qu'aurait été la disposition psychologique des athlètes de cette époque. Le deuxième que l'on a fait, c'est de regarder leur longévité et de voir comment, chez eux, la somme de toutes les pathologies qu'Elisabeth nous a montrées peut avoir d'impact résultant à la fin. Et ce que l'on voit, c'est quand on étudie la totalité des athlètes qui ont participé aux Jeux Olympiques depuis 1948, c'est-à-dire depuis l'après-guerre et les Jeux de Londres, en fait, on se rend compte qu'il y a une réduction de 50% des mortalités par cancer et de 50% grosso modo de la mortalité cardiovasculaire. C'est-à-dire que les deux causes de mortalité les plus importantes dans la population générale, ça représente en gros les 2/3 des morts chaque année en France, et bien sûr ces causes-là, les sportifs de haut niveau, ont 2 fois moins de risques de mortalité par cancer et par maladie cardiovasculaire. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'à chaque âge, en fait, la réduction est très importante et ce gain perdure jusqu'à 85-90 ans. Donc on a un effet majeur qui est lié aux prédispositions, aux capacités de chacun de ces athlètes de très haut niveau, qui leur permet de mieux résister et donc de durer plus longtemps. Et même chez les cyclistes du Tour de France, sur lesquels on avait quelques inquiétudes compte tenu de certaines pratiques, on rencontre les mêmes effets, réduction de 44% sur le cancer, malgré le décès prématuré de très célèbres d'entre eux, malgré cela des réductions de 33% des maladies cardiovasculaires, 75% des maladies du système respiratoire, et la seule sur laquelle on n'a pas, pour le cyclisme, de diminution, c'est celle des causes traumatiques, dites causes externes, parce que c'est effectivement dans ces conditions que leur mortalité est la plus importante, et c'est lié essentiellement aux conditions de vitesse en descente d'école, ou parfois à l'entraînement de rencontres fortuites avec des véhicules sur les routes. L'autre question qu'on s'est posée, c'était de savoir si, avec les époques, et donc avec les cultures dopantes, cette réduction de mortalité pouvait changer, l'EPO arrivant dans les années 90. On a regardé dans les années 40, 50 et 60 ce que donnait cette réduction de mortalité au temps des amphétamines, principalement, la mort de Tom Simpson en 67 sur le Ventoux. Sur les années 70-90, l'entrée des stéroïdes dans le grand jeu, dans le grand bain international, et puis l'EPO après les années 90. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que cette réduction de mortalité est associée à chacune de ces périodes en importance égale. C'est-à-dire que l'effet est constamment le même. L'impact du dopage n'est pas suffisant, malgré les mortalités par embolie pulmonaire précoce en général pour l'EPO, n'est pas suffisant pour réduire l'effet de leur prédisposition et de résistance. Donc en fait, ils vivent non seulement mieux, mais ils vivent plus longtemps. Et, très bien, ils
vivent plus longtemps, mais si on se projette dans le futur, c'est des personnes qui nous font rêver. On comprend qu'ils ont des atouts qu'ils ont cultivés. Est-ce que demain, quand on se mettra derrière nos écrans, on continuera à voir des exploits, à voir des records qui seront battus, ou on se limitera toujours à se dire « Ah, peut-être, oui, mince, il a raté de 2 centimètres, ça sera pour une prochaine fois, la prochaine fois pouvant intervenir dans 20 ans. » On l'a vu dans certaines disciplines, les records, on a du mal à les battre aujourd'hui. Ce qu'on voit surtout, c'est qu'on va continuer à assister à des confrontations, à des affrontements, et donc là, on va avoir constamment une vainqueur, on va avoir un vainqueur, et on aura de fait tout l'intérêt du spectacle sportif qui est celui de cette incertitude du résultat avant la compétition. Par contre, en ce qui concerne le développement des capacités, ce qui forme finalement la devise olympique, le Citius Altius Fortius, plus vite, plus haut, plus fort, on voit bien en regardant le top 10 chez les hommes comme chez les femmes, les 10 meilleurs représentants de chacune des disciplines depuis 1890, qu'il existe un plafond depuis à peu près 30 ans. Vous voyez Javier Sotomayor qui a établi le dernier record du monde du saut en hauteur en 1993, ça fait 25 ans. Et depuis, on est au plafond tant chez les hommes que chez les femmes avec Kostadinova qui date d'un temps encore plus ancien, 87. Et donc ces 2,45 m de Javier Sotomayor sont très difficilement approchables maintenant. Il faut rappeler qu'il a quand même été contrôlé 2 fois positif à la nandrolone et à la cocaïne. Et donc sur cet aspect, pour le lancer du poids par exemple, c'est même un recul. Vous voyez, les gains ont été de 60% pour les hommes, de 140% par les femmes sur l'histoire du lancer du poids. Et pourtant, depuis 20 ans, on assiste à des reculs de 3 à 7%. Donc la compétition est à un niveau plus faible. Et tout le sport, tout l'athlétisme, toutes les disciplines, toute la natation, l'haltérophilie montrent le même paysage. On est depuis une génération au maximum de nos capacités. Et même pour le héros du pays, Kevin Mayer, que vous avez suivi tous le mois dernier lorsqu'il a établi à Talence ce dernier record du monde, on voit effectivement qu'il suit une très grande histoire dans laquelle il vient, après Eton, déposer ce dernier point qui nous donne quelques envies de développement. Mais l'heptathlon, comme le décathlon, montre globalement le même travail. Et si on reprend de façon un petit peu plus proche sur ces 80 dernières années, l'histoire du décathlon, on voit que le décathlon, depuis 1940, a progressé d'environ 20%. Et ce que représente l'exploit, le véritable exploit de Kevin, si on le compare à la somme de tous les records du monde, du 100 mètres par Usain Bolt, du 200 mètres par Usain Bolt, du 400 mètres, etc., c'est-à-dire toutes les épreuves du décathlon, et qu'on somme les points que pourrait représenter chacun de ces athlètes, y compris Kipchoge sur le marathon, eh bien, on se rend compte que finalement, cette valeur-là, oups, on va y revenir juste avant, cette valeur est à 40% finalement du record de Kevin. Et donc, je ne sais pas si on aura le temps de le voir, la somme ici et là-haut, ce qui illustre en fait les compromis qui se font à l'intérieur d'un organisme. Et tout cela nécessite que vous ayez une capacité dans un domaine, mais c'est forcément au prix de ne pas pouvoir l'exprimer dans un autre. Et c'est là qu'on va situer progressivement nos capacités tous individuelles à pouvoir faire quelque chose et pouvoir s'exprimer plutôt dans une discipline que dans une autre. C'est ce registre des prédispositions-là qui est extraordinairement passionnant à découvrir. Merci. Merci. Stéphanie, sans vouloir vous vexer, on est dans la rubrique idées reçues, vous avez 35 ans. Je crois que quand on est sportif, moi, c'est ce que j'ai toujours cru comprendre, que c'est le début, on réfléchit à la retraite. Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire mieux? Vous pouvez continuer certes à faire du sport, mais est-ce que vous pouvez progresser, continuer à vous lancer des défis, à vous lancer dans des compétitions compliquées, à battre vos propres records? Alors, moi, j'évolue dans un sport, l'ultra-distance, où effectivement,
enfin, les performeurs, ceux qui font des grandes performances, sont un tout petit peu plus âgés que sur le 100 mètres ou le 800 mètres ou le décathlon. Personnellement, m'étant mis tardivement à la performance, donc j'ai longtemps évolué dans le cadre des expéditions, donc c'est encore différent, mais sur la performance en termes de chrono, de vitesse, etc., je sens qu'il y a encore un gros potentiel à aller chercher, et ça en fait on le sent. Autant je pense aussi que l'on sent le moment où on atteint ses limites, et je sens que j'en suis encore loin sur l'ultra-distance. Et je rebondis sur ce que vous disiez, effectivement, ce qui est compliqué aussi, c'est de travailler plusieurs domaines à la fois. Et parfois, je pars sur des compétitions qui sont courtes, des marathons, des 80 km, et puis ensuite, 2 mois après, sur une ultra-distance. C'est très compliqué, en fait, de passer de l'un à l'autre en termes d'entraînement, de risque de blessure, d'intensité de l'entraînement. C'est des disciplines qui n'ont rien à voir. Et comme je fais beaucoup de choses, les expéditions, etc., c'est vrai qu'il faut parfois arriver à tout concilier. Et donc, je sens sur certains domaines, et notamment l'ultra-distance, que j'ai encore ce potentiel d'aller plus loin. Mais ça, c'est à titre personnel. Après, je rebondis également sur ce que vous disiez. J'ai l'impression qu'en ultra-distance, on améliore encore un petit peu les chronos parce que c'est une discipline finalement assez récente. Et on voit sur l'UTMB, sur des disciplines d'ultra-trail, qu'il y a encore, je pense, quelque chose à aller chercher. Et c'est peut-être moins vrai sur la piste. Voilà. Et après, je rebondis sur ce que vous disiez également. C'est vrai que quand on pratique le sport extrême, on a beaucoup d'idées reçues. On se dit que c'est une addiction. On pense à beaucoup de choses. On se demande pourquoi finalement, parce que ça sort de la norme. En réalité, pour atteindre ces objectifs, il faut être extrêmement équilibré, parce qu'il faut avoir beaucoup d'autres activités, beaucoup d'autres choses dans sa tête pour pouvoir rebondir après un échec, pour pouvoir persévérer, pour pouvoir continuer. Parce que si vous êtes trop addict, si vous êtes dépressif, il est possible après un échec de ne plus vouloir continuer. Donc je pense que les sportifs qui atteignent des objectifs extrêmement élevés, c'est des sportifs qui sont très bien dans leur tête et qui sont capables après un échec de rebondir. Et il en faut des échecs pour réussir. Vraiment, on parle souvent de la réussite, on parle souvent du résultat, mais le chemin est tout aussi important et il est fait d'échecs pour comprendre justement sa mécanique, comment on fonctionne, comprendre un sport et puis pouvoir s'améliorer après chacune des épreuves et devenir encore meilleur. Vous venez d'évoquer le sujet finalement du mental qui est aussi une clé du succès chez le sportif. On va voir avec Claude Delpuech, pas forcément parler de mental, mais on va parler cerveau. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un sportif? Comment il peut l'utiliser pour automatiser ses gestes, pour se préparer, pour anticiper? Vous avez quelques vidéos à nous présenter. Oui, je pense qu'on va lancer les vidéos dans un instant. Donc bonjour à toutes et à tous. On va quitter un petit peu la partie IRM qui nous a fait un peu peur. Après, il y a eu la partie beaucoup plus positive sur les bienfaits du sport. Et là, on va essayer de vous proposer une méthode de sport un peu différente, en fait, que vous pourrez pratiquer tous ici sur place. C'est le sport mental. Alors bon, je pense que Stéphanie vous a expliqué tout à fait clairement quel était l'impact du côté mental sur la réalisation d'une performance sportive. Je vais aller un peu plus loin et on va essayer de voir dans un organe un peu particulier qu'est le cerveau, comment est-ce que le cerveau organise et qu'est-ce qu'on peut voir à l'intérieur du cerveau, quel apport on peut extraire d'informations qu'on a d'imagerie fonctionnelle, donc je vous en dirai un mot, et qu'est-ce que ça peut nous apporter dans la compréhension et dans l'amélioration des capacités des sportifs de haut niveau. Alors donc voilà, il y a une vidéo qui a été lancée, qui est un très beau film qui a été fait par Arte. Et ça nous conduit tout de suite à essayer de comprendre comment est-ce qu'on apprend un geste. Et c'est quelque chose qui est assez compliqué, parce qu'autant on est capable de repérer une série de zones dans le cerveau, la partie très frontale qui vous permet d'imaginer le geste que vous allez faire, une partie un peu plus médiane qui organise un petit peu la description du geste dans l'espace, et puis une partie beaucoup plus centrale qui, elle, va piloter tous les muscles de votre corps et des membres pour organiser quelque chose. Tout ça, c'est des choses que si on essaye de les voir de façon temporelle, si on essaye de les mettre les unes au bout des autres, ne vous permettent pas de faire quelque chose de fluide et de rapide. Donc, toutes ces aires du cerveau sont connectées ensemble à travers des boucles, et on essaye, à travers des méthodes d'imagerie et de reconstruction d'activité des neurones dans le cerveau, de voir qu'est-ce qui se passe de façon fonctionnelle à l'intérieur du cerveau lorsque l'on fait un geste particulier.
Alors nous avons choisi, nous au labo, de faire venir un haltérophile, qui est un champion olympique, qui est Venceslas Dabaya, qui nous a aidé à faire cette expérience. Alors pourquoi un haltérophile? Parce que c'est assez compliqué dans nos équipements, qui sont des équipements purement statiques, on ne peut pas se déplacer avec, c'est des équipements très lourds, de faire pratiquer à un sportif des grands déplacements, des choses comme ça. Et en plus, tous nos équipements sont très sensibles à des affaires de métal et de champ magnétique. On mesure en temps réel, donc en temps réel, ça veut dire avec une précision de l'ordre de la milliseconde. Le champ magnétique est créé tout autour de la tête et on va reconstruire à l'intérieur de la tête les activités des neurones. Vous imaginez bien que pour arriver à faire ça avec un haltérophile, on ne va pas lui demander de soulever une barre à l'intérieur de nos équipements, c'est absolument impossible, mais on va lui demander d'imaginer son geste. Et c'est là qu'on rejoint des choses très étranges. Si on regarde au niveau du cerveau, on essaie de voir quelles sont les zones du cerveau qui sont activées, comment ces zones du cerveau interagissent les unes avec les autres, et comment ce sportif est capable de faire une imagerie mentale de très haut niveau. Alors une imagerie mentale de très haut niveau, on peut la faire de deux façons. On peut la faire ou bien en se représentant corporellement vu de l'extérieur, donc on essaie de reproduire ses mouvements, mais on peut aussi la faire, et c'est ce qui nous intéresse de façon beaucoup plus approfondie, en ayant vraiment des sensations, c'est-à-dire en ayant la sensation de piloter ses muscles, de ressentir des activités musculaires, de ressentir des activités de positionnement dans l'espace. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui correspond au geste qui va être effectué plus tard. Donc dans ces expériences, on lui a demandé d'imaginer une trentaine de fois soulever sa barre, ce qu'il fait de façon tout à fait classique pour s'entraîner, et on a enregistré les signaux à l'intérieur de son cerveau. Donc vous allez voir un peu les équipements qu'on utilise, qui sont des équipements qui sont dans le prolongement de ceux qu'on a vus tout à l'heure pour l'IRM, en particulier l'IRM anatomique qu'on a observé tout à l'heure, qui ne permet pas d'avoir des informations sur la fonction exacte, mais qui permet de voir des informations mécaniques. Ici, ces équipements qui sont des magnétoencéphalographes vous permettent de mesurer votre rayonnement magnétique permanent qu'on a autour de notre tête et de reconstruire ce qui se passe à l'intérieur des neurones. Juste pour vous donner une idée, le rayonnement permanent qu'on a autour de nos têtes, c'est 1/1000e du champ magnétique terrestre. C'est des choses excessivement faibles, mais qui vont nous permettre de comprendre et de regarder de façon très précise comment interagissent ces différentes zones dans le cerveau et comment les boucles cervicales fonctionnent. Comment est-ce que ça fonctionne dans le cerveau? C'est une affaire qui est vraiment très complexe quand on arrive à l'échelle de la milliseconde. Alors, on a l'habitude, et on a vu maintenant assez fréquemment, des images d'IRM fonctionnelles où on voit des tâches dans le cerveau, des activités dans le cerveau. Il faut jamais oublier que l'IRM fonctionnel, c'est quelque chose qui représente une variation de débit sanguin, une variation d'apport d'oxygène. Donc ça, c'est des phénomènes relativement lents. Relativement, c'est de l'ordre de 2 à 3 secondes. Ici, on arrive à voir donc toutes les millisecondes des interactions entre toutes les aires du cerveau qu'on a modélisées ici à l'intérieur, à partir de l'IRM de notre sujet. Ce ne sont pas simplement des messages qui sont transmis d'un endroit à un autre dans le cerveau, ce sont éventuellement des oscillations, ce sont éventuellement des cohérences, ce sont des causalités, au sens des grands économistes, qui permettent de savoir quelle zone va interagir avec quelle autre et quel mouvement ou quelle information va être détectée ici ou là. Qu'est-ce qu'on a vu là? On a fait cette expérience chez 2 haltérophiles qui sont venus au labo, Venceslas Dabaya, champion olympique, donc d'un très haut niveau, et puis un haltérophile local de bon niveau, mais dans un club classique. Et on leur a demandé de faire cette imagerie. On a regardé dans les aires visuelles qu'est-ce qui se passait, et alors absolument sans avoir aucune information sur la façon dont notre champion olympique faisait son mouvement, on peut parfaitement voir en regardant les signaux de très près à quel moment il va attraper la barre, à quel moment il va la soulever, la poser au niveau des genoux, à quel moment elle va arriver au niveau des épaules et à quel moment elle va arriver en extension complète. Donc ça, c'est vraiment des choses qui nous permettent d'avoir des informations temporelles essentielles et très précises. Alors c'est qu'une partie de l'information. C'est qu'une partie de l'information parce que ça vous décrit en gros le mouvement et l'apprentissage du mouvement. Donc ça peut être modulé au cours du temps, mais on peut aller beaucoup plus loin. Et là, c'est l'apport un peu des neurosciences. En particulier, on va s'intéresser à tout ce qui va être mécanisme attentionnel. On a toute une série de tests qui permettent de vérifier quelle est la capacité d'un sujet
à maintenir une attention très soutenue au cours du temps. Ça, c'est quelque chose qu'on peut entraîner. Et c'est quelque chose qui, certains sportifs, décrochent de temps en temps. Et ça se mesure, ça se montre. Et il y a un exemple assez frappant, si vous regardez le film qui correspond à celui, aux images qu'on a vues ici. C'est un skieur qui répète son geste, qui répète sa descente régulièrement et qui, au bout d'1 minute 40, a systématiquement un petit trou d'attention. Un creux d'attention, c'est une fraction de seconde, c'est 1 seconde ou c'est 2 secondes. S'il est dans une phase où je dirais, bon, c'est pratiquement en dehors de tout virage rapide en ski, ça va peut-être pas se passer trop mal. Si c'est dans une phase un peu compliquée, ça se passe mal. Et effectivement, ce qu'on mesure, c'est que ces trous attentionnels ont à chaque fois provoqué des chutes. Et ces chutes se sont produites au moment correspondant à ces trous attentionnels. Donc ça, c'est très intéressant. En neurosciences, on peut aussi essayer d'avoir des informations sur la capacité à avoir de la prédiction de vision périphérique. Ça intéresse particulièrement les footballeurs. En gros, un footballeur a le ballon qui arrive dans ses pieds, il va prévoir une passe à un moment ou à un autre à l'un de ses coéquipiers, simplement il n'a pas le temps de les regarder tous et il ne peut pas. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir dans son cerveau comment va fonctionner le mécanisme prédictif qui lui permet d'estimer la trajectoire de tous ses collègues joueurs pour faire la passe au bon moment et l'envoyer dans la bonne direction. Bon, je vais conclure sur ces derniers mots, et puis je vais simplement vous dire que si vous faites du sport en ce moment dans votre fauteuil, donc vous faites de l'imagerie mentale, eh bien vous allez avoir une augmentation de votre masse musculaire, et donc vous allez vous améliorer sportivement. Bon, il y a d'autres méthodes plus efficaces, mais celle-ci existe aussi. Merci beaucoup. On vous applaudit effectivement. Alors, on est déjà presque au terme de cette conférence, donc ce que je vous propose, c'est peut-être de prendre juste 2 questions rapides, avec 2 réponses rapides. Voilà, donc qui se lance? Vous avez, je pense, voilà, on a une question ici. Ça serait bien qu'il y ait un micro. Voilà, le micro vient vers vous. Est-ce qu'il y en a une deuxième qu'on peut prendre peut-être dans la foulée? Voilà. Oui, bonsoir. Moi, je vais vous parler d'un domaine, mais très rapidement. J'ai été marathonien international. Et ce que je peux dire, c'est que dans les années 70, nous étions dans des temps, nous étions une trentaine à faire 2h12, 2h15. Il a fallu pratiquement ce temps pour arriver à 2018. Donc, on fonctionne par étapes. Le marathon, c'est ça. Aujourd'hui, quand on fait 2h05, on est un très très bon. Je voulais simplement dire que on a pratiquement atteint une limite. Bien sûr, on vise les 2 heures. Mais ce ne sera pas fait par des Européens, ce sera fait par des Éthiopiens ou des Kenyans. Et ça aussi, c'est très important. Je voulais juste savoir, vous avez montré qu'il y avait une amélioration de 50% sur les accidents cardiovasculaires et les cancers. Mais je voulais savoir si on tient compte dans ces sportifs de haut niveau du fait qu'ils ont peut-être des prédispositions justement à ce propos. Et c'est pas biaisé comme réponse. Tout le monde n'arrive pas sportif de haut niveau. Effectivement, c'est toujours la question que je vais résumer parce qu'on n'a pas bien entendu. C'est est-ce que la prédisposition qui est associée à la performance est prédictive de l'augmentation de longévité, de la durée de vie qui est mesurée? Et est-ce qu'on a toujours une capacité à prendre ce que l'on fait en santé constamment, des groupes contrôle qui puissent être réellement contrôlés? Il n'y a pas de groupe contrôle. Pour la bonne raison que les sportifs de haut niveau dans la distribution gaussienne, la distribution normale, sont tout à fait au bout de la distribution. Mais de la même façon, les malades que l'on suit et sur lesquels on veut avoir des démonstrations sont de l'autre côté, parce que leurs capacités sont diminuées, voire pour certains minimales. Et c'est au moment de ces insuffisances qu'on va greffer un rein, un foie, un cœur. Et donc en fait, c'est l'ensemble de la distribution qu'il faut comprendre, que nous éclaire autant les malades que les sportifs de haut niveau, chacun de leur côté. Et donc ce que l'on a, c'est en fait la comparaison par rapport aux moyennes nationales, et on peut le faire sport par sport, on peut le faire pays par pays. On est en train de les étudier actuellement avec l'ensemble des Olympiens américains pour avoir cette comparaison de la même façon depuis 1912. Et ce que l'on constate à chaque fois, c'est cette augmentation de longévité qui porte sur les 2 plus grandes causes de mortalité, sachant que on a parfois une augmentation du risque spécifique, en général très faible, pour le type de sport qui est pratiqué. Vous l'avez vu pour le cyclisme, c'est essentiellement la traumatologie, la chute à 90 km/h, même avec un casque,
on s'en sort pas toujours. Les autres peuvent être liés aux commotions cérébrales dans le football américain ou dans le rugby. Ces questions-là sont actuellement en cours d'analyse. Et pour rejoindre la question qui est celle du marathon, oui, bien sûr, on a cette progression qui est très importante. On voit ces plafonds arriver dans le marathon comme ailleurs. Il y a juste une intention supérieure actuellement sur 2 disciplines, le 100 mètres et le marathon, parce que ce sont les 2 disciplines les plus distantes l'une de l'autre. En fait, elles prennent tout le spectre, le 400 mètres, le 400 mètres et ne progresse absolument plus, le 800 mètres non plus, et il reste les 2 bouts, je dirais, de l'étendue des capacités sur lesquelles il y a une telle mise et un tel engouement économique, d'un soutien financier pour les records du monde à Berlin, vous le savez, qu'il y a un investissement complet. Et le dernier point, c'est celui que vous évoquez, celui de la géographie, mais aussi de l'histoire génétique de l'ensemble des pays. Et là, c'est une étude et une série d'études qui viennent, qui petit à petit sont en train de nous montrer que oui, effectivement, il y a bien des profils génomiques particuliers pour certaines disciplines et pas pour d'autres. Il faut avoir de l'endurance, il faut avoir un transport d'oxygène, il faut amener l'oxygène dans le muscle qu'il consomme. Il ne faut pas produire trop de chaleur, parce que le marathon, c'est essentiellement 75% d'énergie qui n'est pas utilisée par l'organisme et qui se dissipe en chaleur. Et c'est pour ça que vous ne battez pas un record du monde quand il fait 25 degrés ou 30 degrés pendant les canicules. Voilà, sur tous ces points-là, on voit qu'il y a des interactions énormes entre les prédispositions et les conditions extérieures, et que c'est ça qui nous détermine finalement, peut-être dans un cadre à venir qu'il convient d'étudier encore. Merci, merci beaucoup à vous 4 pour vraiment vos témoignages, pour vos exposés, pour ces très belles images. Merci beaucoup Béatrice, on peut vous applaudir une nouvelle fois.